Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Nous approchons tout doucement de la première centaine d'espèces et il est temps de s'organiser encore mieux. Il y a une liste des oiseaux que nous avons étudiés, que je mets à jour chaque semaine, mais il faut se souvenir également de la structure qui est, je le rappelle, la base de la méthode formation ornitho, qui est très didactique, mais ne fonctionne que si on garde cette structure en tête. Nous avons commencé avec des passereaux. Nous avons étudié 4 groupes de groupes didactiques qui ne sont donc pas des groupes taxonomiques officiels, loin de là. Ce sont des groupes très intuitifs, mais qui ont été créés pour la formation ornitho. Donc les granivores, les insectivores, les mi-insectivores et les opportunistes. Et les opportunistes, récemment, on a ajouté 2 familles. La famille des corvidés, les corbeaux, geais, pies, etc. Et les tourneaux-sansonnets, qui fait partie d'une autre famille, les sturnidés. Beaucoup plus tard dans la formation, nous avons ajouté les non-passereaux. Je rappelle que les non-passereaux, c'est tous les ordres d'oiseaux, sauf l'ordre des passeriformes, qu'on appelle les passereaux, qui comprend plus de la moitié des oiseaux du monde. Mais remarquez que dans les non-passereaux, on a déjà vu beaucoup de familles. Nous avons très peu parlé des familles de non-passereaux parce qu'elles ne se ressemblent pas entre elles, en tout cas celles qu'on a étudiées jusqu'ici, et donc il n'y a aucun effort pour les identifier. Les pigeons et les tourterelles, la famille des colombidés, ne pose aucun problème. Les huppes, en fait la huppe en Europe, la seule, la huppe faciée, famille des huppupidés, aucun problème. Idem pour le martin pêcheur qui est également unique. Les autres martins pêcheurs sont parfois observés en Europe mais ils sont extrêmement rares, donc on a le martin pêcheur d'Europe. Toujours pareil avec le guêpier d'Europe, l'unique guêpier régulier sur notre continent. Nous avons un petit peu étudié les pics. Là, il y a plusieurs espèces. Il y a une dizaine d'espèces en Europe et on a étudié à peu près la moitié qui se rencontrent assez communément en France et en Belgique. Enfin, on a parlé des perruches, mais je ne suis pas rentré dans les détails des familles. En fait, il y a 2 familles de perruches. Et aujourd'hui, nous rajoutons les rapaces diurnes qui sont divisées en 2 familles, les falconidés et les accipitridés, qui sont 2 familles très distinctes génétiquement, c'est pour ça que je ne les mets pas côte à côte sur le tableau. Les faucons sont plus proches des perruches et des perroquets que des accipitridés, mais ils se ressemblent. C'est un des sujets que je vais aborder très rapidement ici, pour que vous ayez une petite idée de l'intérêt de tout ça. Et si vous voulez approfondir, je vous renvoie vers ma première leçon de taxonomie ornithologique qui est disponible sur YouTube, qui rappelle la notion d'espèce, la notion de famille, et pourquoi tout ça est intéressant. C'est une leçon assez simple, si vous écoutez attentivement, c'est pas très compliqué, mais ce serait trop long, évidemment, pour aborder le sujet à nouveau ici. Pour ceux qui seraient passionnés par cette classification, ou simplement voudraient une référence pour savoir où trouver les ordres, les familles, etc., la meilleure disponible en ligne, et qui en plus est gratuite, c'est celle de John Boyd. Je vous mettrai le lien dans la description, sinon vous pouvez le voir à l'écran, c'est facile à retrouver. Donc, il n'y a aucune illustration, rien du tout, c'est un tableau tout simple, donc c'est très léger à télécharger, mais c'est pas très attractif quand on n'est pas passionné. Vous voyez qu'on commence évidemment à la classe des oiseaux Aves, et puis vous avez tous les embranchements. Et vous avez ici par exemple les Australaves, donc c'est un groupe au-dessus des ordres, on peut dire un super-ordre, Australaves, en référence à Australie, ou simplement Austral, parce que c'est vers le sud. Effectivement, ce sont beaucoup d'oiseaux qui vivent dans l'hémisphère sud. Alors, vous avez 4 ordres, les Cariamas, dont je ne vais pas parler ici, les faucons, c'est un de nos sujets, et alors, il y a les fameux perroquets, les psittaciformes, dont je voudrais vous parler puisqu'il y a 2 familles, ce sera juste un petit mot, et puis les passereaux. Donc les passereaux sont d'origine australe. En fait, les passereaux les plus basaux, on pourrait dire, pour simplifier, les plus proches des ancêtres, mais en fait c'est surtout géographique, ils sont en Nouvelle-Zélande, ce sont les xéniques. Et donc c'est de là que sont partis les passereaux, on dit qu'ils ont fait une radiation depuis la Nouvelle-Zélande. Une radiation évidemment qui les a amenés dans le monde entier. Alors si je clique sur ce lien, pour voir plus de détails des Australaves, eh bien je vois qu'effectivement il y a 2 familles de perroquets, vous voyez, African and American Parrots, donc les perroquets américains et africains, et les psittaculidés, Old World Parrot, donc les perroquets de l'ancien monde. Alors vous allez dire, est-ce que c'est une seule référence qui fait ça, ou c'est toutes les autres? Non, 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 c'est tout à fait
accepté. Regardez ici sur Birds of the World, qui est une référence payante, donc tout le monde n'y a pas accès. Mais j'essaye petit à petit de mettre dans l'encyclopédie holistique, qui est l'encyclopédie que je crée avec quelques bénévoles qui m'entourent. Vous pouvez rejoindre l'équipe si vous trouvez qu'on ne va pas assez vite pour nous donner un coup de main, ça nous arrangerait. Eh bien, regardez, il y a les psittacidés, pareil, New World and African Parrots. De l'autre côté, ils avaient dit American and African Parrots, ce qui veut dire à peu près la même chose. Hein. Et regardez la carte de répartition. On reconnaît l'Amérique, surtout tropicale, avec bien sûr les haras et tout ça. Et alors en Afrique, en fait, il y a le fameux perroquet gris ou jaco, et alors les poïcéphalus, les perroquets africains. Et alors si je clique sur l'autre famille, les psittaculidés, psittaculidés en référence à Psittacula, c'est le genre notamment de la perruche à collier, eh bien regardez, il y en a aussi en Afrique, mais il y en a en Asie et à Madagascar. Donc ce sont bien deux familles différentes. Vous voyez, 190 espèces de psittaculidés, et l'autre, on n'a pas regardé le nombre d'espèces, 175. Vous voyez. Alors quel intérêt de diviser en deux familles? Eh bien pour l'identification de terrain, à ce stade-ci, ça ne change rien. Pour reconnaître la perruche à collier de la perruche veuve, il n'y a pas de changement. Par contre, ça fait des grosses différences au niveau comportemental. On apprend des choses très très intéressantes quand on a une bonne classification par famille. Rappelez-vous par exemple de l'Oritalanque, qui ne construit pas de nid, qui n'est donc pas une mésange, et c'est pour ça qu'on a changé son nom par rapport à avant, puisqu'elle s'appelait mésange-lanque, et les mésanges qui sont dépendantes de cavités. Donc l'Oritalanque, ancienne mésange, mais elle construit en nid, c'est une autre famille, on a un comportement différent. Donc vous voyez pourquoi ça peut être intéressant. Je ne vais pas rentrer évidemment dans plus de détails ici, mais j'explique pourquoi est-ce que cette classification est intéressante et pourquoi nous la respectons de façon la plus rigoureuse possible. Alors aujourd'hui, nous allons ajouter donc deux familles et il y a deux choses importantes à retenir. Ce sont les principaux critères d'identification pour distinguer les espèces et bien distinguer évidemment ces deux familles. Alors la famille des faucons, ce sont des chasseurs aériens, et une des caractéristiques, c'est donc qu'ils ont des ailes très longues et pointues. Donc la partie ici, je dirais la plus à l'extérieur, on appelle ça l'aile primaire ou la main, eh bien elle est très très longue, beaucoup plus longue que l'aile secondaire ou l'avant-bras, et pointue, donc on ne peut pas vraiment compter les doigts. C'est une main, mais qui n'a pas vraiment de doigts chez les faucons. Par contre, chez les accipitridés, c'est tous les autres, hein, éperviers, milans, buses, aigles, etc., vautours. Toute la liste, ce serait trop long à citer, c'est un peu comme les muscicapidés, rappelez-vous, rouge-gorge, traquet, rouge-queue, etc., c'est interminable, et donc on a intérêt à citer le nom de la famille. Eh bien regardez, on peut compter les doigts de la main. Chez l'épervier d'Europe, il y en a 6. Chez la buse variable, il y en a 5. Chez le milan royal, il y en a 5. Et c'est facile à compter sur photo. Il y a un article à ce sujet, je vous invite à aller le lire, vous en aurez souvent besoin, peut-être pas à ce niveau-ci, mais bientôt, un petit peu comme les projections primaires et les barres à l'air, vous verrez que pour les rapaces en vol, c'est un critère essentiel. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette leçon? Les ailes très pointues des faucons et les ailes digitées, digitées qui a des doigts, des accipitridés. Alors, vous allez me dire, oui, mais le faucon cresserelle, eh bien, il a un petit peu des doigts aussi. Effectivement, le faucon cresserelle, c'est celui qui ressemble plus à un accipitridé. Et il y a des gens pour qui ça pose des difficultés, puisque sur les 2000 pages de mon site internet, la plus visitée, eh bien, c'est justement celle qui distingue le faucon cresserelle de l'épervier d'Europe. Donc vous voyez, il y a vraiment un besoin de ce côté-là. Je vous renvoie évidemment vers cette page si jamais vous avez des difficultés pour reconnaître les accipitridés et les falconidés, avec les deux qui ressemblent le plus, dans les familles respectives. Alors, au sein de ces familles, est-ce que les identifications sont faciles? La plupart des gens qui voient ainsi un rapace voler sur place, on appelle ça aussi le vol de Saint-Esprit, pensent qu'il s'agit nécessairement du faucon cresserelle. Eh bien, on a dit que le comportement pouvait aider à l'identification, mais ce n'est pas vraiment le cas ici. C'est-à-dire que le faucon cresserelle fait souvent ce vol sur place, mais il est loin d'être le seul. C'est juste celui qui le fait le plus fréquemment. Regardez la buse variable. Bien sûr, elle est beaucoup plus grosse, ses battements d'ailes sont plus lents, mais le principe est le même. En fait, la plupart des rapaces qui chassent vers le sol, en particulier lorsqu'ils n'ont pas un perchoir qui peut leur servir d'affût pour attendre leur proie, eh bien ils compensent en faisant du vol sur place. Donc ils restent sur place comme s'ils étaient perchés sur un arbre, sur un pylône, sur un piquet,
ou en autre perchoir, naturel ou artificiel. Faute de perchoir, ils font du vol sur place. Par contre, les oiseaux qui chassent d'autres oiseaux, c'est rare qu'ils font du vol sur place parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous ne verrez jamais ou quasiment jamais dans votre vie, en épervier d'Europe, en autour des palombes, en faucon émerillon, faire du vol sur place. Chez le faucon pèlerin, c'est rare également. C'est ainsi que je me suis permis de rajouter un oiseau moins commun, mais qui reste l'hiver en France, et surtout qui est en augmentation, donc je m'attends à que bientôt vous en voyez, même si ce n'est pas prévu, entre les guillemets, sur les cartes de répartition, c'est l'élagnon blanc. Il ne pose aucune difficulté d'identification, dès que vous le verrez, vous le reconnaîtrez. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa fiche, parce que lui, il a une fiche sur mon site internet, donc vous pourrez voir la différence par exemple entre les jeunes et les adultes. Je crois que c'est un oiseau qui est en quelque sorte triplement intéressant. D'abord, c'est un accipitridé, c'est donc la famille des buses et des éperviers, mais il se comporte fortement comme le faucon cresserelle. Il mange à peu près la même chose et il chasse à peu près de la même manière. Donc c'est important de le savoir. Vous voyez un point qui ne bouge pas dans le ciel, ça peut être un faucon cresserelle, mais ça peut être un élagnon blanc et regardez bien, il augmente. Et ça c'est le deuxième point intéressant, vous en avez peut-être jamais vu en France, mais il est probable que vous en voyez bientôt, et même en Belgique il y a des observations. C'est un oiseau qui vient du sud, mais qui profite de l'agriculture. Il a réussi à s'adapter à nos activités agricoles. Enfin, parmi les accipitridés qu'on a en Europe, c'est quasiment le seul qui a une aile pointue comme un faucon. Notez par contre que la queue est très courte, pas comme chez les faucons. Maintenant, je repose la question, est-ce que les espèces du jour sont faciles? En réalité, oui et non. C'est-à-dire que dans le cadre des exercices, on ne va pas faire de cas trop compliqués, ce sera assez facile si vous écoutez bien les critères d'identification ou vous les lisez dans les pages comparatives. L'épervier d'Europe a une queue très longue, pas du tout comme la buse variable qui a une queue courte, donc il faut comparer par rapport à la base de l'aile. Vous voyez ici la queue est nettement plus courte, et chez l'épervier c'est au moins aussi long. Donc ça c'est facile. Et puis, on a le milan royal avec sa longue queue échancrée. Et si vous ne voyez pas sa longue queue échancrée, notez aussi le pattern de l'aile très particulier avec cette grande tache sur les rémiges primaires internes, claires, qui fait comme des panneaux comme ça dans l'aile. Notez que le milan royal a un plumage stéréotypé, donc il est presque toujours le même. Il y a des différences entre les juvéniles et les adultes, mais ce ne sont pas des grosses différences, alors que chez la buse variable, d'où son nom, il y a un peu toutes les couleurs. Donc la courte queue est vraiment le critère qu'il faut regarder. Notez aussi la tête qui est grosse, avec un cou très court, et donc elle ne dépasse pas, elle n'est pas très proéminente. Contrairement au milan, l'épervier et en fait un peu tous les autres. La distinction la plus difficile du jour, elle est également sur une page comparative, donc je n'y reviens pas. Il y a une page pour distinguer l'épervier d'Europe de l'autour des palombes. Ça, c'est un cas compliqué, mais je pense qu'il est bien expliqué sur la page comparative, donc je vous invite à utiliser cette page pour faire les exercices. Chez les faucons, les trois espèces qu'on a en hiver chez nous, il y a le faucon cresserelle qui est le plus commun, qui est aussi la queue la plus longue de tous les faucons d'Europe. Comparé ici avec le faucon pèlerin qui a une queue très courte. Notez, je vais répéter, le faucon cresserelle, c'est celui qui a l'aile la moins pointue. Le faucon pèlerin et le faucon émerillon se ressemblent assez bien, même si lui est très gros et lui est très petit. Mais au niveau proportion, ils se ressemblent assez bien. Le plumage, par contre, est assez différent. J'espère que vous irez voir, soit dans votre livre, soit sur Internet. Je n'ai pas de fiche de faucon pèlerin, ni de fiche de faucon émerillon. Et pour l'événement des 5000 membres sur Inconditionnel, on va essayer de faire un jeu ensemble qui va nous permettre de récolter des photos pour faire des fiches sur ces oiseaux européens que nous n'avons pas encore et qui pourront vous être très utiles. Le faucon émerillon est à peu près de la taille de l'épervier d'Europe, ce sont les deux plus petits rapaces d'Europe. Le faucon pèlerin est presque aussi gros qu'une buse, c'est un des plus grands faucons d'Europe. Sur photo, la taille ne se voit pas. Seulement, il y a un critère qui va beaucoup vous aider, j'ai mis un faucon pèlerin posé ici, c'est qu'il a les fameuses moustaches du faucon, quasiment tous les faucons du monde ont ça, elles sont très larges. Chez le faucon cresserelle, regardez, et chez le faucon émerillon, c'est très léger. Ça, c'est un critère qui va vous permettre d'identifier facilement le faucon émerillon du faucon pèlerin, en tout cas dans le cadre de nos exercices. On est d'accord que les rapaces, c'est un sujet compliqué. On fera un jour une formation rien que sur les rapaces, et il y aura beaucoup de vidéos. Donc on ne peut pas tout faire d'un coup. Ici, c'est vraiment un premier aperçu, je vais dire en avant-goût. C'est vraiment pour survoler ce sujet, un des sujets les plus passionnants à mon avis au niveau identification, et bien plus d'ailleurs que l'identification, mais on va commencer tout en douceur. Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser avec les exercices, et je vous dis à bientôt.